personnalités présentes, donc bien sûr M. Renaud, Mme Aubert et M. Tixier, adjoint au maire de La Ciotat. Moi je remercie toutes les municipalités, les associations qui ouvrent leurs portes grandes ouvertes à la littérature, à la culture, parce que je pense que c'est ce dont nous avons besoin avant tout actuellement. Donc merci à vous tous. On va passer 2 jours d'amitié, de tendresse, de parole. Donc merveilleux week-end à nous tous et merci à ceux qui nous accueillent. Le mot de salon du livre est important aussi, puisque tenir salon, c'est un endroit où on se parle. Le mot de festival du livre est important aussi. C'est les mots que tu l'as dit. Le livre, ça va être une fête, et ces fêtes, elles n'existent que parce que localement, il y a partout en France des bonnes volontés qui nous accueillent tous les week-ends. Nous, les travailleurs bénévoles des mots, qui prenons notre voiture le train. Marie-Blanche, le manteau du ciel, c'est quoi? Le manteau du ciel, c'est mon dernier roman qui développe une intrigue dans notre région, qui se déroule entre La Ciotat et la Bâtie-Neuve, et Gap justement, une région que j'affectionne particulièrement. Une histoire de reconstruction après un deuil, une jeune femme veuve qui va découvrir dans l'ancienne maison de vacances le journal intime de son défunt mari, à l'intérieur duquel se délivre petit à petit un secret. Ma base, c'était la liberté, c'était les 400 coups, c'était la rue. Les minots se moquaient de moi à Marseille parce que j'avais des lunettes. Et pour qu'ils ne se moquent plus de moi, j'ai jeté mes lunettes. Et je ne suis plus allé à l'école. Donc ma base, c'est la rue. J'ai appris la vie dans la rue et j'ai découvert les livres dans une prison militaire. J'avais déserté l'école parce qu'on se moquait de moi. J'ai déserté l'armée parce que j'étais insouciant. Et dans une prison militaire, pendant 6 mois, un aumônier m'a apporté un livre de Giono qui s'appelait Colline. Et je lui ai dit, je n'y vois pas. Il m'a apporté des lunettes. Et grâce à ces lunettes, j'ai lu Colline. Et à partir de là, j'ai commencé le grand voyage littéraire. J'ai lu à peu près tout ce qu'on pouvait lire. Et je me suis mis à écrire avec beaucoup d'innocence. Donc voilà, mon métier d'écrivain, je l'ai découvert dans une prison militaire avec ce livre de Giono, Colline, et ensuite j'ai dû lire 10 000 livres par la suite. Vous voulez en savoir plus? Sur le sourire, ouais. Sur le sourire ou sur le livre? Ben, sur le sourire et le livre. Alors ce livre est né d'une expérience qui fait en fait une trilogie derrière. Le jeu, parce que s'amuser dans la vie c'est important. Donc un jeu de cartes d'inspiration, des mandalas, et tout ça nous draine petit à petit vers un monde plus mystérieux, plus subtil, qu'on peut pratiquer par des exercices et par ailleurs suivre par un petit conte initiatique. Alors ce ne sont pas des livres qui sont reliés à la religion, puisque ce sont des histoires courtes, ce sont des récits, ce sont des nouvelles. Ce sont des livres qui sont liés, on pourrait dire, à l'homme, à l'être humain. Ce qui est important, c'est le voyage de l'être humain dans la vie. Aujourd'hui, on se rencontre, ça va par là, on se connaissait il y a 100 vies en arrière, on se retrouvera peut-être dans 20 ou 30 vies. Bon, on se dira peut-être, salut, comment tu vas? Mais on se croise. C'est de la fantaisie. Donc dans un monde où les humains cohabitent avec des félins humanoïdes, on fait la connaissance de Kiliana, qui fait partie de la guilde des Amazones. Et donc en fait, elle va rapidement se rendre compte que son passé n'est pas du tout tel qu'elle l'imaginait et que sa guide lui a caché pas mal de choses. Donc elle va aller à la recherche de son identité, son passé, et puis se venger sur les bords. Oui, alors beaucoup de photos de la région, puis des photos de l'Arctique, au-delà du cercle polaire, qui ont été prises l'hiver. Voilà, donc Jean-Marie Mugianu, j'étais instituteur à La Ciotat, et maintenant une retraite consacrée à la photographie. On vous a vu déjà à La Ciotat, à oui. l'Éden. On fait partie du club ODL, au Bois des Lumières, donc on venait d'exposer au Pénitent Bleu avec le club, et puis cette fois-ci, Marie-Blanche Cordoue
m'a fait la gentillesse de m'inviter à l'occasion du Salon du Livre. Tiens, Jean-Claude Mouton, photographe, La Ciotat. Alors, je dis ça? Non, non, c'est moi qui te le dis. Je te dis ça. Tu vois ça va passer, c'est le off, ça. Bon, les photos, elles viennent d'où, ces photos? Là, c'est les photos qui ont été prises lors du Festival de la Soupe à Florac, dans les Cévennes. Et c'est un moment de partage et de convivialité où les festivaliers, justement, proposent des soupes dans les rues de la ville. Et c'est un prétexte à partager, à discuter entre chaque genre de la soupe. C'est un ancien policier qui est maintenant rattaché à la DRM, à la direction du renseignement militaire, et qui est bien sûr vacataire, intérimaire, puisqu'il est maintenant avocat sur Aix-en-Provence. Entre ses clients et les affaires d'actualité, il est obligé de mener des enquêtes. Léon Blum, et puis c'est l'époque qui a beaucoup marqué notre pays parce qu'il s'est passé des événements qui ont marqué l'histoire de la France, en particulier les premiers quand j'ai payé, et puis beaucoup d'affrontements. J'ai fait beaucoup de choses, moi. J'écris aussi bien pour les petits que des pièces de théâtre et je me crée ma propre compagnie. Et bientôt, nous allons faire, dans les courants de l'année 2019, une représentation théâtrale à Céreste. C'est quoi le regard patient du corbeau? Alors en fait, c'est un récit de genre fantastique, donc avec intervention de surnaturel. Donc évidemment, ça comporte une part de violence et de gore. Aussi beaucoup d'érotisme, à la fois dans le sens positif et dans le sens plus sombre. L'héritage, c'est de retrouver la relique de Sidoine. Sidoine étant l'un des personnages qui était sur la barque des Saintes Maries de la Mer. D'accord. Donc il faut retrouver sa relique et on apprend comment le pape d'Avignon au XIVe siècle, Benoît XII, a été sur les traces, comment la trame, comment ils ont fait pour remonter jusqu'à la période de Sidoine. Ça c'est dans le premier. Et dans le deuxième, finalement, on comprend quand même qu'on a retrouvé la relique. Il s'agit de la protéger. Non, je vous dis pas tout. Moi, je présente un stand de livres inspirés de la Ciotat, puisque que ce soit mon père, Gilbert Ganton, ou moi, on est issus d'une famille qui, depuis des générations, vit sur cette terre ciotadenne. Donc, on en est imprégné, c'est pas de notre faute. Ce qui fait que moi, j'ai édité il y a quelques années ce livre qui raconte la Ciotat avec les cartes postales. Et c'est une façon de raconter l'histoire de la Ciotat illustrée avec les cartes postales anciennes. La ville elle-même, c'était en 1429 qu'elle a été créée. Hein. Donc, mais là, c'est par chapitre. Hein. Il y a le terroir naturel, il y a le port, il y a le centre-ville. Ça, c'est Amour dans la nuit, c'est l'adaptation au théâtre d'une nouvelle de Fitzgerald qu'il a écrite en 1924 à Saint-Raphaël. Celui qui a écrit Gatsby. Gatsby le Magnifique, d'accord. Ça a été écrit à Saint-Raphaël. Fini à Saint-Raphaël, il a envoyé le manuscrit à son éditeur et il est resté 3 semaines de plus. Il était de mai 1924 à novembre 1924 à Saint-Raphaël. Et en novembre 1924, il a eu le temps d'écrire une nouvelle qui s'appelle Amour dans la nuit, qui se passe à Cannes, du temps des Russes qui vivaient sur la Riviera. Parce qu'Icare, en fait, dans mon livre, est un acronyme. Bon, je ne dirai pas ce qu'il y a derrière l'acronyme, sinon c'est plus la peine de lire le livre après, je laisse au lecteur le soin de lire le livre. Mais en fait, Icare, c'est l'histoire d'un homme qui aime les femmes, comme beaucoup d'hommes, mais lui, c'est obsessionnel. Lui, c'est obsessionnel, il aime, pas pour les posséder, mais il aime les femmes, il aime les femmes, il aime les femmes. C'est un métier? Non, c'est pas un métier, c'est une passion. Alors là, je peux dessiner quelqu'un qui était... qui a été à Varsovie, à l'époque de Solidarnosc, le grand mouvement politique Solidarnosc. Et donc, en fait, je lui ai dit, ce que je vais faire, c'est que la dédicace, je vais faire... Et donc là, je vais écrire Solidarnosc, en fait. Je vais écrire Solidarnosc et ça va faire la dédicace de l'album, en fait. Elle l'aura toujours dans sa peau. Ah, mais c'est pas forcément quelqu'un. C'est quelque chose aussi. Quelque chose, plusieurs choses. Voilà. C'est en lisant le roman justement que. Un pitch. Un pitch, c'est une jeune femme qui a été élevée dans la sécheresse des sentiments, qui
qui s'est retrouvée un peu plus qu'adolescente à vouloir combler ce manque et elle se retrouve dans une situation plutôt difficile. C'est un gamin qui vit avec son père sur un voilier aux Caraïbes. Tout va bien, il est heureux, il s'amuse toute la journée avec les dauphins et ainsi de suite. Le père est médecin, il va soigner des vieux pêcheurs sur les îles. Il y a un pêcheur qui lui dit « je vais mourir, je vais te confier un secret ». Et il lui indique une baie où il y a de magnifiques coquillages chargés d'or et ainsi de suite. Il dit « tu en ramasses quelques-uns, pas trop, tu en ramasses et puis tu les vends ». Pourquoi le Cameroun? Parce que précisément le sujet se déroule au Cameroun, à Douala. Et c'est une histoire qui remonte à 1961, au moment de l'indépendance du Cameroun. Et donc le titre c'est Mort suspecte à Douala, mais contrairement à ce que vous pourrez penser, ce n'est pas le titre d'un roman policier. C'est plutôt un récit historique à travers un personnage assez extraordinaire, puisque c'est un compagnon de la Libération qui a été également un des grands colons de l'Est du Cameroun, voilà, qui était l'Est du Cameroun. Et au moment de l'indépendance, au moment où il veut rentrer en France, où il va rentrer en France, eh bien on le retrouve mort quelques heures avant de prendre l'avion à Douala. On le retrouve mort sur son lit d'hôtel avec un pistolet à ses côtés. Erwan Bucklefeet. Bucklefeet, ok. Et Bucklefeet, pourquoi 1, 2, 3 Alors il y a une trilogie qui est devenue une tétralogie récemment. Donc c'est un jeune étudiant en Bretagne qui découvre qu'il y a des dons de médium et c'est lui qui a mené des enquêtes en fait. Une enquête par exemple? Ben oui, dans le numéro 1, il est confronté à une jeune femme qui est disparue, il est le seul à la voir, elle demande réparation, elle demande qu'on retrouve son meurtrier. Et donc c'est la jeune femme qui demande à ce jeune homme de résoudre l'enquête. Donc il va être aidé par sa grand-mère, travailler ses dons de médium et aller chercher dans le passé historique de la Bretagne un certain nombre d'indices, ainsi que dans la Bretagne contemporaine, pour résoudre ce mystère. Oui, absolument. Donc j'ai créé les Off du Festival de Cannes en 2005 pour découvrir des nouveaux talents et apporter une dimension supplémentaire au festival qui était à l'origine le Festival international du film. Et on a apporté en addition la musique, la mode, les arts plastiques. Et bien entendu, ça nous permet de côtoyer d'une part des quantités de personnalités, de stars et de gens qui avant tout sont des artistes et qui n'ont d'autres ambitions que de donner des conseils à des jeunes artistes, des jeunes talents émergents que nous découvrons avec le grand concours international du web qui a été mis en place par Anne Gomis, dont nous parlions tout à l'heure. Et chaque année, donc, nous organisons d'abord le grand concours, puis la remise des prix à Cannes pendant le festival au mois de mai dans le grand salon du Carlton. Donc on fait des images du off en même temps? Oui, c'est-à-dire vous filmez pendant qu'il y a le festival, vous filmez tout ce qui se passe on filme ce qui se passe en dehors du palais, c'est-à-dire que le palais, aujourd'hui, je dirais, c'est résumé par Max Howard, qui a été le président du jury des Off de Cannes et qui, avant tout, est le producteur du Roi Lion et tous les gros Disney, et qui nous a fait notre meilleure publicité en expliquant le festival de Cannes, actuellement, c'est limité au tapis rouge, et l'alternative, c'est les Off de Cannes.